Voilà, bonsoir Michel et bonsoir Catherine. Bonsoir Bonsoir, Pascal, bonsoir Michel. Alors merci bonsoir. pour cette rencontre à trois. Michel, je te présente brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es en fait journaliste et documentariste et tu écris en fait plusieurs ouvrages. Je vais citer que les derniers. Ce sont des ouvrages qui personnellement m'ont touché, d'où aussi l'intérêt que j'avais pour moi de prendre contact avec toi pour discuter aujourd'hui de ton dernier livre. Mais il y a donc des livres précédents, l'affaire Vincent Lambert, enquête sur une tragédie familiale, qui est paru aux éditions du Rouergue en 2020. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou n'ont pas eu l'occasion d'avoir affaire à cette histoire pourtant longue et médiatique, c'était un homme plongé en fait dans un état végétatif chronique irréversible suite à un accident de voiture qui est devenu bien malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie et l'euthanasie, dont on parle encore actuellement tout récemment en France. Et finalement, c'est un cas qui a été instrumentalisé par l'intégrisme catholique et en particulier par la fraternité Saint-Pie X et par ailleurs également par l'extrême droite. Donc un livre d'investigation. Tu as également écrit en 2022, toujours chez le même éditeur, Les enfants martyrs de Riomont. C'est une enquête cette fois-ci sur un pensionnat intégriste et j'ai envie de dire, on retrouve un tout petit peu les mêmes intégristes, à savoir la fraternité Saint-Pie X, de 1960 à 2019, des centaines d'enfants ont en effet été internés dans un foyer, le village d'enfants de Riaumont, qui a été fondé à Liévin par le père Albin Revet. Et aujourd'hui, on souhaitait te rencontrer, Ixchel, par rapport à ce livre Écoute les murs parler, qui est cette fois paru chez l'Iconoclaste en 2023. Alors, il est question, derrière ces murs que l'on va écouter ensemble aujourd'hui, dont on va nous parler d'un hôpital psychiatrique dans la ville de Cadillac. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, mais j'avais envie de faire cet échange avec Catherine, qui a également lu, je dirais, intégralement ton livre de manière, je sais, extrêmement approfondie. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir deux lecteurs au sujet d'un même livre et avec éventuellement forcément des points de vue, j'ai envie de dire, différents en fonction de sa propre histoire, son propre ressenti. Et donc, c'était intéressant de croiser un petit peu ces points de vue et de te faire réagir tantôt, j'ai envie de dire, avec peut-être un regard plus masculin en fonction de mon histoire à moi avec un papa qui était schizophrène, qui vient d'en décéder, et puis avec la propre histoire de Catherine qui est forcément rentre, je dirais, pleinement en résonance avec ton livre et en particulier évidemment avec les différents patients que tu as pu effectivement rencontrer. Alors, c'est un livre d'investigation sur un sujet sensible, mais comme souvent, j'ai envie de dire dans tes livres, Xiel, il est quand même question pas mal d'abus, je dirais, de situations en tout cas abusives au sens large. Donc, il y a quand même une sorte de trame, je dirais, entre tes livres. Donc, j'imagine que c'est pas anodin. Et tu m'as d'ailleurs fait songer à une journaliste Nelly Bly. Je ne sais pas si tu la connais. C'est la mère en fait c'est du journalisme d'immersion Oui. au 19e siècle aux États-Unis et en fait qui a eu l'occasion de s'immerger dans un environnement psychiatrique, mais en devant elle à l'époque passer pour folle, justement pour pouvoir investiguer de l'intérieur. Et donc, je trouvais son histoire intéressante et du coup aussi ton propre questionnement et ta propre immersion tout à fait intéressant. Mais donc, ma première question que j'ai envie de te poser, Ixchel, c'était, je l'ai dit, il y a cette trame extrêmement humaine entre ces différents livres. Qu'est-ce qui t'a amené finalement cette fois-ci à investiguer sur le milieu psychiatrique? Alors, d'abord, un grand merci de cet entretien qui est toujours très riche pour moi, d'avoir des retours comme ça sur les livres que je peux écrire. Et pour répondre à ta question, je pense que le point commun, s'il y avait un fil en fait entre tous les livres que j'ai écrits depuis le début, c'est que je m'intéresse beaucoup aux gens qui n'ont pas la voix, en fait, qui n'ont pas la possibilité de dire ce qui se passe. Souvent, c'est des situations qui sont cachées. C'est des situations où les gens se retrouvent plutôt en position de victime, en fait, où il y a des rapports de force humains, où il y a des victimes et puis ceux qui détiennent un peu les clés de tout ça, quoi. C'est un peu le point commun. Pourquoi je suis arrivée à la question de la psychiatrie plus précisément? Je pense que
il y avait en moi l'envie de traiter de ce sujet de manière assez inconsciente, un peu toujours là. Et le déclic, ça a été quand je suis allée faire une enquête sur l'envers du décor des grands crus. Et donc, je me suis intéressée en fait aux conditions de travail des saisonniers dans les vignes. Et on m'a parlé à ce moment-là d'un hôpital psychiatrique dans une ville, à Cadillac-sur-Garonne, qui est donc à 30 km de Bordeaux. Et je crois qu'à partir de là, en fait, quand j'ai entendu dire que on l'appelait la ville des fous, j'ai commencé à m'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être finalement une ville de fous et comment les gens qui n'étaient pas fous et qui vivaient là aussi pouvaient se mélanger avec ceux dont on disait qu'ils étaient fous, puisque l'hôpital psychiatrique était en centre-ville. Il n'y en a pas beaucoup et tant que ça finalement des hôpitaux psychiatriques en centre-ville, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et en général, quand les hôpitaux sont près de la ville et que c'est cette population qui l'emporte, souvent on appelle ces villes les villes des fous en fait. Et donc je me suis proposée à travers l'histoire de Cadillac, qui est une histoire quand même très longue de l'enfermement et qui est une très belle bastide par ailleurs et qui a un très beau château ducal. J'ai commencé à rêver cette ville-hôpital en quelque sorte et à me demander qu'est-ce que ça pouvait bien donner en fait si on s'asseyait sur un banc pour voir un peu comment tout ça se mélangeait. Et ça a été le point de départ vraiment pour moi de m'intéresser à ça. Voilà, sachant que je n'ai pas d'expertise dans le domaine psychiatrique, que je n'ai pas forcément côtoyé ou j'ai pas ma propre histoire directement n'est pas en lien avec la question de la folie, si ce n'est peut-être justement le rapport avec mon père philosophe, historien des sciences, qui a beaucoup travaillé sur la question des marges. Et donc là, toute l'histoire commence à ce moment-là, en fait. Alors justement, si je peux me permettre, tu viens d'évoquer ce fameux banc et tu viens de reprendre cette expression, c'est là que l'histoire commence. Et justement, c'est ce qui m'a marqué dès les premières lignes de ton livre. On a le sentiment que tu donnes le là, en fait, à ce que tu vas écrire. Alors, si je peux, je relis ces quelques lignes et je partage mon ressenti. Seul sur un banc de pierre, je guette le moindre signe. Un merle vient picorer quelques miettes. L'air est doux, il est 9 heures du matin. Dans l'attente, je ressens une légère accélération cardiaque. Une histoire est sur le point de commencer. L'impatience mêlée d'inquiétude des premières fois. Et moi, j'ai vraiment été marquée par cette image, seule sur un banc. En fait, il y a une espèce de pudeur et de discrétion. Donc, tu entres dans cet hôpital et tu t'installes sur ce banc. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté non intrusif, c'est-à-dire que tu ne vas pas aborder brusquement les patients pour leur poser des questions de manière très intrusive. Tu vas te poser sur ce banc et attendre que ce soit eux qui viennent à toi. Et ne serait-ce que la phrase «un merle vient picorer quelques miettes», en fait, ça m'a fait penser aux patients qui vont venir vers toi picorer quelques miettes en fait de ce monde extérieur que tu apportes, j'allais dire ta normalité, je fais très attention aux mots, plus tard tu parleras de standards, c'est ces patients qui vont venir picorer ce monde extérieur et cette normalité, de la même façon que toi, tu vas picorer des miettes de leur vie de malade et de leur vie dans l'hôpital. Et je trouve que ces quelques phrases, ça en dit beaucoup sur le livre. Et quand tu dis une histoire est sur le point de commencer, j'ai presque envie de dire une histoire d'amour. Ah Parce que oui? ce qui ressort dans ton livre, c'est qu'au-delà de l'enquête, de l'investigation, il y a des liens très très forts qui vont se nouer avec les patients. Et c'est vrai que moi, j'ai parlé simplement dire, ça m'a pris aux tripes ce lien fraternel, amical que tu lis avec eux. Et, et tu parles d'impatience, mais d'inquiétude, parce qu'en fait, tu te jettes dans l'inconnu. Enfin, je le ressens comme ça. Tu as envie d'y aller, mais tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas ce qui va en sortir. Et moi, je trouve ça super courageux, en fait, se jeter dans l'inconnu avec comme seul bagage son désir d'aller vers l'autre. Alors moi, c'est pas des questions, voilà, c'est plus Oui, des... oui, mais j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit quand tu Là, dis si tu tout peux ça. réagir à ce Ouais, ressenti. c'est très touchant ce que tu me dis parce que j'ai pas écrit ça en pensant à toutes ces histoires de picorer, mais t'as complètement raison en fait, c'est tout à fait ça, c'est du picorage et du picorage bienveillant en fait et dans les deux sens en fait. Et effectivement, je pense que
C'est toujours pareil quand je me lance dans un travail. À la fin, je me dis, mais si on m'avait dit que ça avait été ça, mais probablement j'y serais pas allée parce que c'est un tel bouleversement, une telle force une telle énergie en fait qui se déploie à travers toutes ces rencontres que je pense que il vaut mieux pas savoir à la limite ce qui va nous arriver parce que sinon on n'irait pas dans ça. Mais oui, il y a quelque chose d'effectivement assez inconscient de ma part, je pense, c'est-à-dire, mais dans le sens, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans en fait? Pourquoi tu te mets à aller voir des gens qui sont pas bien, qui sont malades? Et en fait, je crois que en fait, je suis tellement avide de rencontres et tellement avide de rencontres de gens qui ne sont pas comme moi en fait, de l'autre avec le grand A en fait, que du coup, je vais dans les extrêmes. Je vais dans justement ce que la société rejette, ce qui fait peur à la société, en fait. Et c'est vrai que cette notion de normalité et de folie, j'avais envie de donner les visages, en fait. J'avais envie d'aller au fond de la rencontre, au cœur de la rencontre, c'est-à-dire finalement déshabiller la maladie. On enlève la maladie, on enlève le mot schizophrénie, on enlève le mot bipolarité, et qu'est-ce qui reste après, en fait? Et comment on tisse la relation malgré la maladie, parce qu'on sait que la maladie, elle est là et que probablement elle sera toujours là, parce qu'en fait, c'est un leurre de croire qu'on guérit. Évidemment qu'on guérit pas quand on a une maladie psychiatrique. Et du coup, mon idée, c'était ça, c'était de me dire, si on dépouille la personne de la maladie, est-ce qu'on a accès à ce qu'elle est en réalité en elle et ce qu'elle peut dire ou offrir ou proposer en fait de sa lecture du monde en fait. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai fait vraiment de m'asseoir sur ce banc et puis de laisser venir les gens et de discuter avec eux de manière assez anodine et peut-être des discussions pas très approfondies au début, mais petit à petit le lien il s'est créé. En quelque sorte, j'avais pas les codes en fait. J'avais pas les codes. J'étais quelqu'un qui était dans un univers qui ne savait pas comment ça marchait. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, personne ne sait vraiment comment ça marche. Et tant mieux, en fait, parce que c'est de cet inconnu finalement et de ce risque qu'on prend à, à, à se mêler aux autres et à tendre le micro et à écouter en fait ce qu'il y a de joli à dire. Et puis parfois aussi des choses moins jolies, enfin des choses plus difficiles et des rencontres avec des gens qui sont vraiment cabossés. Mais c'est là, on est dans l'intersection d'une possibilité d'échange purement humain, en fait, où on est dans qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quelle est ta lecture du monde, pourquoi tu t'es retrouvé ici. Et si finalement le fait d'être à l'hôpital psychiatrique, ça révélait aussi une extra-lucidité, une hypersensibilité au monde, et une incapacité à supporter le monde tel qu'il va et la condition humaine, en fait, tout simplement. Et finalement, je trouve que c'est en ça que je les trouve passionnants, ces patients, c'est parce que je trouve que finalement, ils font accéder à quelque chose, à une- un rapport au monde qui est qui est pas, ce qui est sans filtre en fait. Il n'y a pas de filtre. Et donc, la rencontre, elle était toujours très transparente. Et parfois, et ça m'est arrivé beaucoup de fois d'aller à l'essentiel en fait avec beaucoup d'entre eux en beaucoup plus rapidement que à l'extérieur dans la société où on fait un tas de ronds de jambes avant d'arriver au fait en fait. Et finalement, on perd tellement de temps. Et là, finalement, je n'ai fait que gagner du temps en humanité, en fait. Et vraiment, mon propos, oui, c'était ça, c'était de me dire, je vais laisser venir. Et ils sont assez intelligents pour savoir que je suis pas là pour les soigner. Et en même temps, je suis pas là non plus pour me faire soigner. Alors donc, il y avait cette espèce d'entre-deux, cette zone autre, où moi, j'étais là avec plaisir pour discuter, pour les écouter. Et les rencontres ont été tellement fortes que je suis toujours en contact avec eux, en fait. Hmm. En termes d'accès, en fait, XL, c'est vrai qu'il y a l'accès forcément dans le cadre des démarches, les démarches administratives, et puis évidemment, je dirais l'accès humain, aller au cœur effectivement de tes rencontres. Mais alors, par rapport à l'accès, il y a l'accès à l'institution.
il y a l'accès aux soignants, il y a l'accès aux patients. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, j'ai envie de dire, par rapport à ces trois axes-là, institutions, soignants, patients? Alors, moi, mon propos, c'était de pouvoir circuler librement dans l'hôpital psychiatrique qui reçoit environ 2000 patients par an et qui a autant pratiquement de soignants, hein, enfin de soignants et puis de toutes les personnes qui travaillent dans l'hôpital. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Et je me voyais pas en fait y aller avec des conditions en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai proposé au directeur de l'hôpital de faire ce travail sensible et non pas d'enquête, et justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a accédé à ma demande, c'est que je ne cherchais pas à faire une enquête au vitriol sur l'hôpital psychiatrique, mais que je cherchais au contraire à justement attraper cette partie humaine qui est pas tellement visible et qui est pas tellement explorée, en fait, je trouve, moi, de donner cette parole aux patients. Et du coup, ils ont accepté ma proposition en tant qu'écrivaine, finalement, plus que journaliste. Et j'ai fait la même chose de côté ville, parce que pour moi, la question de la ville est aussi importante que la question de l'hôpital, puisque tout mon travail tourne autour de la question de ce dedans-dehors et de cette circulation des êtres humains et des patients à l'intérieur de la ville et de l'hôpital à la ville et de la ville à l'hôpital. Et donc, évidemment, j'allais passer aussi beaucoup de temps en ville et je me voyais pas être là sans que, par exemple, le maire puisse être au courant. Donc en fait, ma proposition, c'était de dire, mon projet, c'est ça. Et s'il y en a un des deux qui refuse, je le fais pas en fait. Et en fait, les deux ont compris ma démarche et m'ont autorisé en fait à être là et à pouvoir parler à tout le monde. Après, c'est une autre paire de manches. Une fois qu'on est à l'intérieur de l'hôpital, il y a Mm. d'autres hiérarchies qui se mettent en place. Il y a les unités. C'est sectorisé, l'hôpital est sectorisé, c'est-à-dire que vous avez 6 ou 7 unités à l'intérieur de l'hôpital, donc ça veut dire 6 ou 7 bâtiments dans lesquels il y a 20 à 30 patients et ils sont reçus par rapport à leur origine géographique en fait de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, au sein de ces unités, il y a toute une hiérarchie avec des psychiatres, des cadres de santé, des infirmiers, des infirmières. Et c'est presque là que ça a été un petit peu le plus difficile finalement, c'est d'accepter que les psychiatres me laissent rentrer en fait dans leurs unités ce que je ne cache pas du tout dans le livre, en fait, je raconte comme je le vis, c'est-à-dire la difficulté d'avoir accès aux psychiatres et de pouvoir leur parler de manière très très simple, comme je l'ai fait avec les patients. Et en fait, il s'est avéré que ce qui était le plus difficile la parole était très compliquée avec les psychiatres. Et finalement, ça révèle assez bien aussi les difficultés que connaît l'hôpital psychiatrique dans cette circulation de la parole et cette difficulté juste à ne pas avoir peur d'entendre, à ne pas avoir peur d'écouter l'autre, à ne pas avoir peur de recueillir sa parole en fait. Et donc du coup, ça s'est passé comme ça techniquement, mais après, il y a eu tout un travail de ma part aussi pour convaincre, pour ne pas faire peur aux soignants, parce que c'est à eux que je faisais le plus peur finalement, aux psychiatres aussi et aux cadres de santé, en ayant l'impression un peu de venir en intrusion en fait au sein de l'institution psychiatrique et de déminer finalement au plus possible ces inquiétudes-là. Mais force est de constater que j'ai pas forcément ultra bien réussi à le faire pendant les 8 mois où j'étais à l'hôpital. Tu as rencontré effectivement du coup quelques difficultés qui sont liées aussi, j'imagine, au fait que précisément c'est un monde fermé, donc on n'a pas forcément envie de ce que l'on sache à l'extérieur comment ça se passe à l'intérieur. D'autant plus qu'en fait, je pense que les médias ont quand même régulièrement parlé de cet hôpital aussi, du manque de moyens, éventuellement des difficultés de certains soignants d'être corrects aussi par rapport à leurs patients. Donc toi, tu viens quelque part un peu jeter de l'huile sur le feu aussi, même si tu dis que tu étais bienveillante et que tu n'étais pas là pour enquêter. Finalement, tu en écris quand même un livre et par définition, effectivement, tu dis ce qui est, donc c'est Oui, c'est pas déjà forcément trop évident. apparemment. De dire ce Hmm. qui est, c'est déjà un peu trop parfois. Et alors, je voulais te demander, tu parles des soignants, tu parles des malades en premier, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec les familles des patients?
Oui. Parce qu'il y a la maladie qui est très présente dans la vie du patient, mais qui prend aussi beaucoup de place dans la vie des familles, qui est envahissante, qui peut aussi provoquer des dégâts. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec des familles? Oui, j'ai pu échanger avec des familles. Je ne l'ai pas forcément mis en avant dans le livre parce que j'avais vraiment cette idée de mettre en avant les patients et leur histoire et leurs paroles. Et donc, je voulais pas m'éparpiller. Mais je peux en parler parce qu'effectivement, j'ai parlé avec des familles que j'ai rencontrées parfois dans des situations de détresse assez importantes, notamment à la maison des usagers, quand ils venaient parfois voir leurs enfants et qu'ils n'avaient pas accès, en fait. On les laissait pas rentrer, ils avaient eu beau faire plusieurs kilomètres, avoir essayé de parler avec le psychiatre, qu'on les laisse voir leur enfant et arriver là, se retrouver avec la porte fermée et ne pas savoir où aller parce qu'en fait, il n'y a pas de lieu d'accueil pour les familles. C'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il y a la maison des usagers qui est une petite maison que je décris qui est au cœur du parc en fait, qui est très petite, donc qui peut pas accueillir tous les patients. Et c'est le seul endroit où éventuellement les familles peuvent être accueillies. Mais comme les familles viennent essentiellement le week-end, la petite maison, elle est fermée en fait. Et donc, du coup, les familles se retrouvent avec les patients dans le parc à l'extérieur en hiver, par exemple. Et quand il pleut, ils savent pas où aller en fait, parce qu'il y a des bancs à l'extérieur, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas vraiment d'abri. Et les familles ne peuvent pas aller dans les unités pour voir les patients. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où finalement, ils sont tolérés, ils sont acceptés à peine. Et alors qu'on sait très bien que pour les patients, c'est extrêmement important pour beaucoup d'entre eux de pouvoir accueillir, de voir leur famille de temps en temps, une fois par semaine ou une fois par mois. Et j'ai rencontré plusieurs familles ouais, qui venaient, qui ramenaient des choses à manger. Et les autres patients venaient se joindre à cette famille et cette famille pouvait proposer aussi des petites choses à manger. Donc il y avait la sensation d'avoir un petit peu de chaleur humaine autour de cette famille qui finalement faisait un peu fonction de famille pour tous les patients dont les familles ne venaient pas et beaucoup de souffrance de la part de la mère, de la sœur, de la grand-mère, de voir leur frère, leur fils dans un état vraiment mal, quoi, mal en point, un peu shooté par les médicaments, avec la difficulté aussi de le faire sortir. Parce que ces familles-là me disaient, ben, on a discuté avec le psychiatre, mais il veut rien entendre, il veut bien le faire sortir à condition qu'il prenne une piqûre retard, c'est-à-dire qu'on vous donne un médicament, on vous pique le premier du mois et ce médicament fait effet pendant tout le mois pour être sûr que le patient va bien prendre son traitement et qu'il ne fera pas de rupture de médicaments. Et donc, c'est tout un jeu de chantage finalement qui est assez difficile à supporter de la part des familles qui se sentent pas considérées comme des partenaires, qui se sentent plutôt considérées comme des personnes qui vont venir poser un problème supplémentaire aux psychiatres et aux unités. Et ça, il me semble que c'est un problème grave et un problème de fond, en fait, de considérer que les familles sont contre vous quand vous êtes le soignant, parce que je pense que les familles sont une partie de la solution, en fait, au fond, et que pouvoir discuter avec les familles sans qu'il y ait de rapport de force et toujours de ce rapport de chantage lié aux médicaments, il n'existe pas vraiment, en fait. Donc, c'est quand même un tableau qui est quand même très négatif sur la place finalement que peuvent prendre les aidants. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, j'ai découvert une association qui est formidable, qui s'appelle l'UNAFAM, qui est une association nationale des aidants, des familles qui ont un proche qui a une maladie, un trouble psychique et cette association fait un travail phénoménal, extraordinaire, parce que c'est une vigie en fait au sein d'un hôpital, c'est-à-dire qu'ils siègent au conseil d'administration et ils peuvent recueillir en fait des doléances de la part des patients quand il y a des choses qui se passent mal. Et c'est précisément là où on va rejoindre un peu la question de la fermeture finalement de l'hôpital et de cette peur qu'il y avait finalement que je sois là
parce que ça voulait dire que je parlais avec les patients et ça voulait dire que les patients allaient me raconter ce qui pouvait leur arriver dans les unités. Et évidemment, dans les unités, comme c'est fermé, parfois il y a des humiliations, parfois il y a des rapports de force très négatifs qui s'installent en fait entre les soignants et les patients, entre certains soignants, pas tous, et les patients. Et du coup, finalement, comment faire remonter finalement ces problématiques qui se passent dans les unités si le patient n'est pas au courant qu'il a des droits, qu'il a la possibilité d'avoir des recours. Et évidemment, il faut informer les gens. Et on part du principe que les patients, ils arrivent délirants et qu'ils vont rester délirants tout le temps. Mais un patient, il arrive peut-être délirant, mais après, ça se résorbe, ça se calme, on le stabilise. Et d'ailleurs, heureusement, la psychiatrie peut des choses quand même, puisqu'il y a quand même des médicaments qui sont là pour ça. Et après, le problème, c'est quand les patients ils vont mieux, finalement, ils sont conscients de ce qui se passe et des choses qui dysfonctionnent. Et c'est là, finalement, où le piège se referme sur eux, parce qu'on dit, bah non, vous êtes dans un hôpital psychiatrique, on fait ce qu'on veut avec vous, vous avez le droit de rien dire, en fait. Et donc, finalement, c'est ces enjeux de pouvoir, finalement, j'ai l'impression qu'à l'hôpital, progressivement, petit à petit, il y a une prise en compte des droits des usagers, puisqu'on les appelle comme ça maintenant, les usagers, des droits des usagers, des droits des patients et de leur possibilité, en fait, de recourir à l'institution, à la direction, pour dire quand il y a des problèmes, en fait. Et les familles, là-dedans, finalement, elles sont considérées, pareil, un peu au même titre que les patients, à côté. C'est des personnes qui sont à côté et c'est pourtant elles, en fait, qui sont en première ligne. Et c'est aussi elles, en fait, qui peuvent faire un travail de prévention aussi et d'alerte auprès des professionnels de santé. Et pour moi, c'est totalement incompréhensible en fait qu'ils ne soient pas considérés comme des partenaires en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée, frappée et une détresse évidemment très grande quoi de leur part. Mm. Si, Tu si je touches, peux me tu, permettre, vas-y Pascal. tu touches en fait XL à un point essentiel qui est d'un côté évidemment la liberté du patient qui va pouvoir s'exercer malgré sa maladie et le fait de ne pas évidemment le traiter comme un malade et d'avoir en face un soignant qui ne l'infantilise pas, qui ne le soumet pas à ses propres dictats, soi-disant entre guillemets pour son bien. Le soignant saurait mieux en toutes circonstances que le patient, c'est la difficulté. Mais ce que je trouve intéressant dans ton livre justement, c'est que tu en parles très bien parce que c'est une immersion, c'est pas une enquête, c'est une immersion. Donc tu pars de cas extrêmement pratiques. Et je voudrais, pour illustrer ce qu'on vient de dire et ce que je viens de dire également, prendre un passage où là on voit, tu l'as dit, c'est pas tous les soignants évidemment, mais ça arrive que de fait les soignants quelque part ne sont pas tout à fait adaptés, alors même qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Finalement, ils ne sont pas toujours forcément non plus à leur place et ajustés aux patients qu'ils ont en face d'eux. Tu écris notamment ceci par rapport à une patiente. Une nouvelle patiente, extrêmement maigre, tape à la porte. Eric crie que c'est ouvert. La peau sur les os, elle avance en furetant à droite, à gauche, délicate comme une chatte. Eric ne l'a jamais vue. Il lui offre un thé. Elle accepte, elle adore ça. C'est tout simple. Sidonie n'a que 17 ans. Sa peau est blanche. Elle était internée après des bouffées délirantes dues à schizophrénie. Elle souhaite savoir à quoi sert cette sorte d'abri. Eric lui explique que c'est un espace pour les patients et les familles. A-t-elle reçu le livret d'accueil? C'est obligatoire. On y trouve des informations sur le fonctionnement de l'hôpital. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez écrire à la direction des usagers, l'adresse est indiquée. Glisse Eric. Sidonie n'a jamais vu ce livret. Eric soupire et lui tend un exemplaire. Elle le feuillette. Dans son unité, justement, ça ne va pas du tout. Les infirmières sont dures avec elle à cause de son anorexie. Elle refuse de lui donner plus de pain ou de pâtes lorsqu'elle en a envie. Eric l'écoute d'un air distrait, mais attentif en fait. Elle glisse le sachet de thé dans l'eau bouillante. Le psychiatre l'a vue ce matin mettre du beurre sur sa tartine et lui a lancé qu'elle était indigne d'une anorexique. Une attitude incompréhensible, si peu empathique, se désole la jeune femme. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'appelle une multiplication de petites humiliations, les unes accolées aux autres, qui finissent finalement par mettre le patient en insécurité, qui finissent par, comme me le dit une patiente, des fois je ne sais plus si
le fait d'être à l'hôpital n'accentue pas finalement mes angoisses parce que je suis en errance, parce que il y a peu d'activités, parce que je tourne en rond, que j'ai pas de perspective. Je suis pas occupée en fait. Je suis pas occupée, ni de mes mains, ni mon esprit n'est occupé. Et du coup, ma maladie, elle tourne sur elle-même. Et je n'arrive pas à savoir si finalement ma présence au sein de cet hôpital m'est bénéfique ou pas, en fait. Et ces séries d'humiliations, elles sont très difficiles à raconter. S'il n'y a pas de lieu, c'est très difficile de raconter ces petites humiliations. Et puis il y en a qui ont peur de les raconter parce qu'ils ont peur d'avoir un retour de bâton. Que si par exemple le cadre apprend que le patient a dit ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui lui prouve que le lendemain il va pas être puni parce qu'on va pas lui donner son portable ou qu'on va pas lui donner ce dont il a besoin ou ce qu'il a demandé. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il y a une telle mainmise finalement sur le quotidien, sur les objets même matériels en fait qu'on peut posséder sur la vie quotidienne des gens, qu'effectivement, on se retrouve parfois avec des situations d'humiliation qui peuvent paraître anodines en fait et qui deviennent insupportables en fait au quotidien pour les patients. Il y a des patients aussi qui se sentent pas protégés au sein des unités. Même s'il y a des infirmières et des infirmiers qui sont là et des aides-soignantes, j'ai plein d'exemples en fait de femmes notamment, de jeunes femmes parce que les unités sont mélangées, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes dedans, et des femmes par exemple qui se sentent extrêmement fragilisées et qui se sentent euh, qui craignent en fait des attaques de violences sexuelles en fait au sein des unités parce que les patients ils laissent pas leur désir à la porte parce que la question de la sexualité par exemple est une question qui est totalement absente de la réflexion au sein des hôpitaux, qu'on fait comme si les patients n'avaient pas de sexualité alors qu'on a un mélange d'hommes et de femmes dans des lieux fermés. Donc évidemment que ça arrive, Mm. évidemment qu'il y a des abus, et au sein des unités, il n'y a pas de garantie en fait de mise en sécurité de patientes, par exemple, qui seraient particulièrement fragilisées et de patients qui peuvent être aussi dont le trouble psychique peut aussi se nicher dans la question de la sexualité. Donc, on a un sujet qui est extrêmement fort, qui est extrêmement grave et que j'aborde de manière un petit peu saupoudrée dans le livre au gré un peu de ce que me disent les uns les autres, parfois un peu avec de l'humour. Mais s'il peut y avoir parfois des rencontres amoureuses, ils savent pas comment concrétiser les choses parce qu'il n'y a pas de lieu pour avoir des relations sexuelles en fait. Donc tout ça se fait de manière cachée, pas bien, sans protection. Enfin, on va dire qu'en fait la question de la sexualité, elle n'existe pas. Ça, c'est un des éléments aussi qui est extrêmement problématique au sein de l'hôpital psychiatrique, par exemple. Ouais, c'est ça. Et en même temps, j'imagine qu'il y a une sorte de tolérance parce que forcément, ça se sait quand même que les raisons sexuelles, par la force des choses, elles existent. Et en même temps, on ne l'officialise pas, donc ça reste compliqué à vivre dans son Oui. quotidien. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ça participe à cette espèce de processus de déshumanisation de la personne, en quelque sorte. C'est-à-dire, on la réduit à sa maladie et on fait comme si elle n'avait plus aucun besoin, Mm. ni des besoins, je sais pas, de lecture, de sortie, de rencontre, on lui enlève ses affaires. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont quand même habillés en pyjama de l'hôpital. Pas tous, mais certains sont habillés en pyjama de l'hôpital. Et donc, il y a une espèce de petit à petit on vous enlève finalement ce avec quoi vous êtes arrivé et ce que vous êtes. Et c'est très humiliant en fait. C'est une forme d'humiliation qui, moi, à certains égards, me semble pas forcément nécessaire dans le processus en fait, si ce n'est de
marquer qui est le chef, en fait, dans cet endroit-là. Mais je crois pas que ce soit OK pour toutes les maladies, en fait. Je crois pas que toutes les personnes qui arrivent là, même si elles arrivent parfois de manière involontaire et contre leur gré, euh, je vois pas l'utilité de toutes ces petites choses qui font de la déshumanisation, en fait. Je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte et je vois même quelque chose d'extrêmement contre-productif dans la capacité, la possibilité du patient à se réhabiliter et dans sa capacité aussi à accepter sa maladie et dans le fait qu'être à l'hôpital puisse être un passage euh, plus ou moins long, mais en tout cas un passage qui va peut-être lui permettre de un jour sortir. Et cette perspective, souvent, on la donne pas en fait. Ça fait peut-être partie du travail des psychiatres et des cadres et des infirmiers de ne pas donner de perspective aux gens, mais du coup, ça devient un système qui est presque carcéral en fait. Et je vois pas non plus quelle est l'utilité de ne pas donner des perspectives aux gens, en fait, quand c'est possible. Et même dans la discussion, de dire, mais... Et moi, c'est ce que je faisais, c'est que je leur disais, mais tu vas pas rester ici toute ta vie. Pour certains, oui. Très peu. Certains qui sont condamnés d'une certaine manière parce qu'ils sont en démence précoce, parce que, étant donné leur maladie et le vieillissement, ils vont pas pouvoir se retrouver dans une maison de retraite. Mais ils sont peu nombreux. La majorité d'entre eux, c'est des gens qui sont voués à sortir, en fait. Et on le sait qu'ils vont sortir. Alors, combien de temps ils vont prendre pour se réhabiliter, c'est une autre histoire. Mais laisser une lueur d'espoir et dire que ça sera possible un jour, ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien et qui n'est Mm. pas fait, en fait. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'ai un proche de ma famille qui a été hospitalisé en hôpital psychiatrique l'hiver dernier. Et alors, mon expérience a été tout à fait différente. C'est pas le même hôpital que toi. Et au contraire, l'unité dans laquelle cette personne s'est retrouvée, j'ai vraiment senti beaucoup d'humanité de la part des soignants et de la part de la psychiatre enfin, il y avait un respect des personnes, une bienveillance. Dans le couloir, on sentait que cette psychiatre, c'était pas du cinéma parce qu'il y avait des personnes extérieures qui étaient là. Je me souviens qu'une patiente s'est approchée d'elle et l'a interpellée. Elle lui a dit, regardez, docteur, ce matin, j'ai pris ma douche pour vous faire plaisir. Et la psychiatre, qui l'encourage, qui la valorise, qui dit, ah bah tu vois, ça c'est bien d'avoir pris ta douche. Et vraiment, vraiment beaucoup de bonté, aussi bien dans l'intonation que dans les mots. Et pour ce proche qui a été hospitalisé, donc c'est un membre de ma famille, tu parlais du partenariat avec les familles. Et en fait, ce proche, ça fait longtemps qu'il est souffrant. Et c'était la première fois qu'on était considérés comme des partenaires. C'était la première fois qu'on nous expliquait vraiment la maladie, les perspectives d'évolution, ce qui serait possible à l'extérieur, ce qui serait bien de faire ou ce qu'il faudrait mieux éviter de faire. J'avais vraiment le sentiment que l'équipe soignante, alors il y avait la psychiatre, il y avait deux infirmiers qui étaient présents, il y avait la cadre de santé, il y avait l'assistance sociale. J'avais vraiment l'impression que l'équipe nous prenait par la main, vraiment nous prenait par la main et nous apportait tout le soutien qu'on n'avait pas eu au cours des années précédentes. Et par rapport à ce que tu disais, les humiliations, les objets qu'on rend pas, bah là c'était. Alors c'est vrai que les objets sont gardés dans la salle des infirmiers, mais enfin, le nombre de fois où les soignants, les patients allaient taper pour demander leur téléphone, demander une cigarette avant d'aller se promener dans le parc. Enfin, non, moi j'étais admirative parce que je pense qu'il fallait beaucoup, beaucoup de patience aux soignants qui en fait sont sollicités toutes les 2 ou 3 minutes parce qu'il y en a un qui veut une cigarette, il y en a un qui veut la balle de ping-pong, il y en a un qui veut ça. Et je les trouvais très humains. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'immuable et de général. Il y a des expériences qui peuvent être très différentes selon les personnes. Peut-être que c'était une unité, une psychiatre, une équipe soignante en particulier. Mais voilà, j'ai presque dire que dans mon malheur, dans notre malheur, j'ai fait une belle expérience de la psychiatrie. En fait, je pense que, on va dire que ce que je décris, c'est un système assez global où finalement tout le monde est à bout de souffle, où il y a une très grande fatigue en fait de tous les côtés, aussi du côté des soignants en fait, les psychiatres aussi, parce qu'ils sont pas assez nombreux, parce qu'ils ont du mal à recruter. Je parle pour Cadillac, mais
c'est vrai pour tous les hôpitaux psychiatriques, ils ont beaucoup de mal à recruter des soignants qui soient vraiment performants dans leur domaine. D'ailleurs, en France, en 1992, on a supprimé le diplôme spécifique d'infirmier psychiatrique. Maintenant, c'est un tronc commun et puis on apprend à peu près son métier sur le tas. Mais quand les jeunes arrivent en tant qu'infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques, c'est parce qu'ils en ont envie, mais ils n'ont pas forcément la formation qui va avec. Et ça peut aussi expliquer les tensions qui se créent parce que quand on n'a pas la bonne solution, quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas la clinique, quand on n'a pas tout ça, c'est très compliqué en fait de réagir de manière appropriée à quelqu'un qui fait une crise. Et parfois, on choisit plus facilement la chambre d'isolement ou la contention plutôt que d'essayer de déminer le terrain et de ramener la personne à quelque chose d'un peu plus calme. Ça, on va dire que dans sa globalité, le système psychiatrique fonctionne quand même beaucoup par chantage, enfermement, je te donne ça si tu fais ça, je te donne ta cigarette si tu arrêtes de m'embêter là, tu l'auras tout à l'heure. Là, tu as tapé dans les portes hier, tu n'auras pas ton jeu vidéo ou tu n'auras pas ceci. Donc, il y a quand même une grande infantilisation. Ça, c'est un fonctionnement quand même qui est à mon sens, assez répandu en fait. Ça n'a pas toujours été le cas. La psychiatrie, elle a essayé d'autres choses. En France, après-guerre, on a tenté des expériences très intéressantes et très fortes, en fait, par des psychiatres qui pensaient qu'il fallait justement fraterniser avec les malades, qu'il fallait justement ouvrir l'hôpital, qu'il fallait responsabiliser les malades et les patients, qu'il fallait leur proposer de s'occuper de la cafétéria, de gérer le potager, voilà. Et donc, c'est une autre approche totalement autre, en fait, du rapport à l'autre. C'est pas juste je te donne ce dont tu as besoin au compte-gouttes, mais c'est on participe tous, en fait. Et ça fait office aussi de réhabilitation et de possibilité de vivre ensemble et de se réinsérer finalement dans le fonctionnement classique, on va dire, de la société. Après, il y a autre chose, c'est que effectivement, les psychiatres font beaucoup la pluie et le beau temps sur l'ambiance qu'il peut y avoir en fait dans une unité. Mais ça, c'est une question humaine, spécifiquement humaine. À l'hôpital psychiatrique, j'ai rencontré une psychiatre très très chouette. Qui était comme celle que tu décris là, très humaine, très à l'écoute, dans l'unité court séjour. Donc, c'est une unité où les gens restent pas forcément très longtemps et après, ils sont redispatchés ailleurs. Donc oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible qu'il y ait des psychiatres et des gens qui fassent bien leur boulot. Même au sein des unités, on a une diversité de profils d'infirmiers ou d'aides-soignantes qui font très différemment et qui exercent très différemment leur métier. Certains sont très en colère et sont en colère toute la journée et passent leur temps à crier derrière les patients. Et puis d'autres sont au contraire beaucoup dans faisons un cercle de lecture tous ensemble, essayons de trouver une autre manière pour se parler autrement et trouver d'autres temps pour avoir une autre relation que juste donner les médicaments et servir à manger et nettoyer les chambres, par exemple. Mais ça ne tient qu'à la posture individuelle et c'est très problématique que ça ne tienne qu'à la posture individuelle parce qu'en fait, c'est pour ça que je dissocie les deux. Je dis oui, bien sûr, c'est possible. On trouvera toujours des contre-exemples d'unités où ça se passe bien ou de bons psychiatres. Je ne dis pas que tous les psychiatres sont achetés à la poubelle. Ça serait comme de dire que tous les journalistes sont achetés à la poubelle. Il y a 1000 journalismes et il y a 1000 manières de faire de la psychiatrie. Il y a 1000 manières de soigner. Il y a 1000 manières de... Voilà, on peut pas généraliser. Ce qui est généralisable, c'est un système. C'est un fonctionnement systémique où malheureusement le patient n'est pas considéré comme... on n'est pas d'égal à égal, quoi. On est vraiment... Le patient est considéré comme un enfant et c'est là où, à mon avis, il y a un problème de fond, en fait, plus qu'autre chose, sur le fonctionnement global de la psychiatrie et de la manière dont on considère le patient. Mais bien heureusement qu'il y a quand même des endroits où ça se passe bien, ouais. Et, Moi, je me pose la question, parce que tu parlais de posture individuelle.
Oui. Je pense que les psychiatres sont des hommes et des femmes comme tout le monde, et donc on retrouve les mêmes choses dans la société. Je pense que la posture individuelle, elle est directement liée au fait qu'on est concerné ou non par la question de la maladie psychique. Dans la société, tu disais tout à l'heure, la maladie fait peur, on n'en parle pas. Et finalement, les seules personnes qui sont sensibilisées ou qui osent en parler un tout petit peu, c'est celles qui ont un enfant qui est malade ou un parent qui est malade ou enfin, qui sont directement concernés, qui du coup ont une sensibilité, une connaissance qui fait qu'ils vont agir différemment. Enfin, voilà, c'est une interprétation personnelle, mais je Je pense que c'est sais la pas. connaissance. C'est ça. Ben, je sais pas si, peut-être oui, mais pas que. Je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent vraiment bien faire leur boulot sans forcément être touchés directement et avoir une confiance en fait en le patient, avoir une confiance en son expertise aussi. D'ailleurs, par exemple, un autre symptôme qui est très intéressant en France, c'est la pérédance. La pérédance, c'est la possibilité pour le patient, une fois qu'il est stabilisé, qu'il est bien pour pouvoir transmettre son expérience de la psychiatrie à des patients qui en sont pas à son niveau de conscience de la maladie, d'intégration de la maladie et de possibilité de sortie, par exemple, et ben, ces personnes qui sont des pères aidants, mais c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas en France, par exemple. Et les formations de père aidants, il y en a peut-être deux en France. Donc, les pères aidants sont perçus comme des intrus. Dans les hôpitaux psychiatriques, on se dit non, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il va venir dérégler tout ça. Quelle connaissance finalement de la psychiatrie là? Il n'en a aucune à part la sienne. Il ne sait pas ce que c'est les médicaments, etc. Alors que c'est faux en fait, parce que les patients, ils ont une expérience de la psychiatrie qui est hyper fine. Ils connaissent, moi, le nombre de patients qui font défiler tous les noms des médicaments qu'ils ont pris depuis le début. Enfin, c'est des pharmacies ambulantes. Ils savent très bien ce que fait le lithium, ce que fait tel ou tel autre médicament. Moi, j'ai appris beaucoup des patients, en fait. J'ai appris énormément sur les médicaments, sur les termes techniques. Tout ça, ils ont une connaissance hyper fine, en fait, de tout ça. Et, euh, et en fait, on ne leur fait pas confiance parce qu'ils sont malades. Mais c'est absurde, puisque à un moment donné, la psychiatrie, elle amène précisément la possibilité de la stabilisation. Donc ça veut dire alors, au fond, presque, si on mène au bout la logique, c'est qu'en fait, la psychiatrie, finalement, elle peut rien alors. Puisqu'à chaque fois, il faudra toujours qu'il y ait des psychiatres pour soutenir, pour aider, pour empêcher les gens de péter un plomb. Il faudra toujours. C'est comme si on leur enlevait tout d'un coup leur fonction. Parce que, en fait, du coup, à quoi ils servent alors? Si les gens, ils peuvent être stabilisés et qu'ils peuvent vivre avec leur maladie, alors quel est le sens de leur travail? Mais précisément, le sens de leur travail, c'est justement d'accompagner et de permettre à des gens dont on disait que c'était un déchet, une poubelle et qu'il n'avait plus rien à faire dans la société, de pouvoir se réhabiliter et vivre parmi nous. C'est bien ça. Et ces profils-là, ces parcours-là, on n'en parle jamais. On n'en parle pas, mais en fait, il y en a plein, c'est hyper courant. Et qu'il y ait des gens qui fassent des allers-retours en hôpital psychiatrique, c'est hyper courant aussi. Il y a des gens qui vont passer 2 mois, 3 mois parce que c'est plus possible, ils n'y arrivent plus chez eux, et ils ont pourtant une vie de famille, ils ont un travail et ils ont besoin de ce sas. Et heureusement, l'hôpital psychiatrique apporte ça. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est assez incohérent, en fait, finalement, de se dire, mais en fait, la psychiatrie, elle peut faire des choses, elle peut proposer des solutions aux gens. Mais alors, une fois que la solution a été trouvée, pourquoi on continuerait pas à lui faire confiance à cette personne en tant que passeuse, en tant que possiblement aider d'autres patients qui sont passés par là et à qui elle va pouvoir donner un peu d'espoir, un peu de lueur, parce que le psychiatre, il est peut-être pas là pour ça. Alors si tout se concentre sur les médicaments, eh bien, il y a une possibilité que d'autres ne le fassent pas. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont complémentaires. Mais c'est dire à quel point, par exemple, cette histoire de pérédance n'a pas de place en France. Ça me fait songer votre échange au fait que finalement, celui qui exerce le pouvoir l'exerce d'autant plus facilement, évidemment, que la personne en face est vulnérable et que Bien sûr. quelque part, ce pouvoir s'exerce aussi peut-être de manière plus aisée parce que quelque part, la difficulté, c'est de se mettre à niveau, entre guillemets, du mal à c'est-à-dire de se montrer aussi vulnérable et se mettre à nu. Et ça, on y reviendra peut-être par la suite, mais c'est quelque part l'attitude que toi, tu as eu à un moment donné parce que tu peux avoir toi aussi, en tant que journaliste,
faire une enquête et te dire, voilà, je vais faire un bouquin et je reste extérieur à la situation de vulnérabilité que je rencontre, ou au contraire, tu te mets à nu, tu es quelque part, entre guillemets, fragile comme les autres, tu te mets sur un banc et tu les écoutes, ça change évidemment la perspective de celui qui par définition, se sent soigné, mais se sent aussi entendu, écouté et pris avec bienveillance, avec toute sa complexité d'être humain. Donc ça, je trouve ça évidemment extrêmement intéressant. Mais du coup, par rapport à ce que tu racontes, tu es resté évidemment quelques mois dans cet hôpital, mais tu as le sentiment quand même qu'il y a un travail de fond qui peut se faire au point où quelque part, on se dit, mais ça a un sens précisément et cette personne, on peut être aidé, on peut rebondir, on peut refaire une vie de famille, renouer des liens, j'ai envie de dire entre guillemets normaux avec des amis, avoir une vie à part entière en dehors de l'hôpital, ou bien tu as le sentiment que de manière générale, ça reste chaotique, ça reste compliqué à vivre. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais je pense que les médicaments font pas tout et le fait de... Alors, parfois, il y a des gens qui mettent des années à trouver les bons dosages. Je veux dire, quand on a on est chacun différent, on a une chimie différente en nous, le cerveau est une chimie en fait, et finalement, ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre, et donc parfois ça met des années en fait avant de trouver le bon mélange, le bon dosage, etc. Et en fait, ce qui me pose problème dans tout ça, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des médicaments. En soi, je trouve que c'est une révolution qui est très importante. En fait, heureusement qu'il y a les médicaments, parce qu'avant, sinon, c'était carrément de la contention physique et des brutalités physiques, en fait, pour calmer les gens. Donc, pour moi, la chimie est intéressante, mais elle est intéressante si et seulement si on a aussi le pendant humain, c'est-à-dire avoir la possibilité de se confier, de discuter, tous ces temps informels que la psychiatrie apprenait d'ailleurs aux infirmiers psychiatriques avant 92. Il y a toute une connaissance et une manière en fait d'approcher le patient où on a l'impression qu'il se passe rien parce qu'on est en train de fumer une cigarette et qu'on se dit rien, et puis tout d'un coup il y a un mot qui vient, puis un autre, puis un autre. Et finalement, on se rend compte qu'on va peut-être dépatouiller une histoire personnelle à partir d'une discussion sous un arbre en fumant une cigarette. Et c'est pas dans l'entretien formel avec le psychiatre au moment où il va vous dire maintenant c'est à vous de parler que vous allez raconter ce qui ne va pas. Et que c'est justement dans ces moments informels. Et ces moments informels, je ne les ai pas vus. Ils existent assez peu finalement. Les infirmiers ne viennent pas fumer des cigarettes avec les patients sur le banc. Ils font leur pause à part parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils en ont marre. Et cette disponibilité à l'autre, cette possibilité d'écouter l'autre, de l'entendre dans d'autres conditions, dans un autre lieu que l'unité fermée, dans un autre contexte finalement, ben, ces temps-là, ils existent très peu en fait. Voilà. Et moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui à la psychiatrie, ça serait de ne pas avoir suffisamment d'assistantes sociales, de ne pas avoir suffisamment de psychologues. Alors évidemment, c'est des questions de moyens, toujours, hein, c'est la même chose. Mais les infirmiers n'ont pas non plus cette disponibilité-là. Et parfois, j'ai la sensation que certains ne sont pas forcément à leur place, quoi. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Et C'est cette ça ce que je voulais dire disponibilité, aussi, XS, c'est par rapport précisément effectivement au fait, entre guillemets, d'aller mieux et de pouvoir reprendre sa vie en main. Je me doute bien évidemment que c'est pas lié uniquement à une question d'équilibrage de la médication. Il y a d'autres aspects, je dirais, purement humains par rapport à des violences qui ont été subies. Les médicaments résolvent pas évidemment, le cas échéant, l'origine même de la maladie, des angoisses, de la souffrance. Donc, tu as quand même l'impression que l'environnement de manière générale et pas uniquement médicamenteux a été suffisamment porteur pour certains pour qu'à un moment donné, ils puissent rebondir. Oui, pour moi, oui. Après, il y a ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que on peut pas imaginer que les gens ils vont sortir et que c'est OK en fait. C'est jamais OK complètement en fait. La question c'est une fois qu'on sort, comment on va être soutenu, aidé à l'extérieur. La psychiatrie institutionnelle, c'est ça que ça veut dire, ça existe, c'est la psychiatrie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle, pour être bien précise, c'est cette possibilité à l'extérieur finalement d'avoir un suivi de la part d'infirmiers
d'avoir un suivi aussi de la part peut-être d'une psychologue, de la part de tout un maillage en fait. Et c'est là où c'est un peu contradictoire en fait la fonction de la psychiatrie en fait, c'est que finalement on a l'impression que on a l'impression en fait que tout va se régler au sein de l'hôpital psychiatrique. Et en réalité, les choses, elles ne peuvent se régler que s'il y a un maillage extérieur qui suit après les choses, qui permet en fait au patient de savoir qu'il va avoir un filet de sécurité à l'extérieur aussi et qui va pouvoir s'appuyer sur tout un réseau. Et l'hôpital psychiatrique veut ça d'ailleurs. L'hôpital psychiatrique voudrait pouvoir désengorger, entre guillemets, l'institution et faire sortir les gens et que les choses se passent finalement en ville et à l'extérieur. Mais pour ça, il faudrait pouvoir développer ce maillage. Et ce maillage n'est pas forcément développé. Donc, on retombe en fait sur les mêmes travers de questions de moyens humains, finalement, à l'extérieur de l'hôpital, alors que ça serait une solution très intéressante. En fait, et ça existe. À Cadillac, par exemple, il y a deux infirmiers qui vont chez les gens et qui apportent les médicaments. Et donc là, c'est un temps de discussion pour prendre des nouvelles de la personne, pour savoir comment elle va. Et c'est pas imposer les médicaments, c'est les apporter et avoir une relation humaine aussi. Voilà, les deux, en fait. Et c'est possible, et ça fonctionne. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de patients qui peuvent vivre en ville avec tout le monde, en fait, avec les lambdas, avec les standards, comme l'ont dit certains, pour pas dire les normaux, parce que c'est un terme aussi qui m'embête beaucoup. Et bien, ils peuvent vivre grâce à ce maillage-là, en fait. Mais Alès, tout à l'heure, tu parlais de la famille, donc il y a tout ce maillage dont tu es en train de parler, mais il est évident que la famille est le pilier indispensable. Et dans les histoires que tu évoques, malheureusement, c'est souvent la famille qui a fait défaut. Voilà, moi, je vois, j'avais pris des notes. En fait, j'avais écrit que pour certains de tes patients, des patients que tu as rencontrés, les dés étaient pipés à la naissance ou dès la plus jeune enfance. J'ai été beaucoup touchée par l'histoire de Claire, cette petite fille qui est née. Et en fait, dès la naissance, elle a déçu sa maman parce qu'elle était une fille. Et, euh, et voilà, enfin, les mots que tu emploies sont terribles. Cette histoire m'a vraiment touchée. Est-ce que je peux la lire? Elle n'est pas très, Oui, très bien longue. sûr. Alors, Claire vit à 2 pas du château. Elle est assise dans sa cuisine. Sa maison, comme beaucoup à Cadillac, est mal chauffée, mal isolée, en proie à l'humidité. Sa mère a été tellement déçue à la naissance de découvrir un sexe de petite fille, née pour trahir. Personne, ni sa mère, ni son père, ne lui a dit qu'elle était vivante. Pas un mot, pas un baiser. Il faut imaginer une enfant dans une chambre simple, lit, armoire, bureau. Chaque jour, elle monte au premier étage, ferme la porte à clé et se carapate sous son bureau. Personne ne l'appelle. Alors après, tu parles de l'expérience de Frédéric Ouais, II, donc je vais ouais. passer et continuer sur Claire. Euh, donc en parlant de l'expérience des enfants faite par Frédéric II, tu dis tous sont morts au bout de quelques mois. Claire n'est pas morte, mais son cerveau s'est mis en pause, le temps de trouver, longtemps après, une source d'oxygène. Le silence de Claire engloutit son malheur. Sa mère la déguise en garçon, comme pour effacer la moindre trace de féminité ou tordre ce destin qui ne lui a pas donné l'enfant qu'elle espérait. Personne ne sait à quoi ressemble la voix de Claire. Son horizon se rabougrit. Elle est prisonnière d'une famille. Il suffit d'un homme, à peine plus âgé qu'elle, pour saisir l'occasion de fuir. Majeur et toujours mutique, incrédule de pouvoir plaire. Elle devient mère d'une petite fille, une excroissance, une étrangère pour qui elle fait le strict nécessaire. Le mari qui tient le tabac de Cadillac l'humilie avec les clients, la rabaisse à la maison, la maltraite sexuellement. Elle subit, comme on le lui a appris depuis son arrivée au monde. Un jour de printemps, à l'orée de ses 30 ans, sa carapace se craquelle. Jamais on ne l'avait entendu hurler ainsi, etc. Hmm. Et en fait, moi, ce que j'écris sur ma feuille, c'est que sa vie est bousillée dès la naissance. Oui. Entre le fait qu'elle elle est, voilà, enfin, dès sa naissance, elle n'est pas celle qu'on aurait voulu qu'elle soit. Elle est une petite fille, non pas un garçon.
Elle a même pas le droit de vivre, en fait. Personne ne lui dit qu'elle est vivante, personne ne l'aime, personne ne lui parle. Et quand enfin elle arrive à fuir de ce cocon familial qui n'a rien d'un cocon, finalement, Mm. c'est pour se retrouver avec un homme qui va la maltraiter, l'humilier, qui ensuite va dire dans le village que sa femme est devenue folle. Et puis tu diras plus loin qu'en fait, il va lui falloir du temps, il va lui falloir rencontrer un psychiatre en qui elle a confiance. Et à partir de là, ça y est, les progrès vont pouvoir être réels. Mais tu vois, quand il sort de l'hôpital, s'il n'y a pas une famille, des parents, un Oui. mari pour t'aider, pour te soutenir, il peut y avoir tout le maillage humain possible et imaginable. Il manque l'essentiel. Et des histoires comme ça, tu en donnes plusieurs. Il y a aussi l'histoire de Samuel, qui est né, la maman était incarcérée, il a été adopté par une famille de blancs alors qu'il est noir. Il assiste au suicide de son grand-père. Tu dis ensuite que toute sa vie, il s'emploie à s'autodétruire. Voilà, faute d'avoir autour de lui un cocon affectif. Enfin, et Oui, voilà, j'allais dire que c'est triste, hein, je veux dire, là, on se dit qu'il y a peut-être, enfin, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue pour eux, parce qu'il leur manquera toujours l'essentiel, toujours ce qui est l'amour d'une famille. oui, et c'est vrai que beaucoup de, certes, on va dire, c'est difficile de faire des statistiques, mais il y a quand même beaucoup de gens que j'ai rencontrés à l'hôpital qui ont eu des démarrages dans la vie très compliqués et qu'effectivement, finalement, la psychiatrie euh, devient une sorte de... C'est le dernier lieu, en fait, qui finalement finit par accepter un peu des personnes qui sont complètement mises au banc, qui sont délaissées, qui cumulent en fait toutes ces difficultés-là. Et on se demande d'ailleurs si finalement, si elles avaient eu la chance au départ d'avoir une famille tranquille, carrée, aimante, probablement ils auraient pas été à l'hôpital psychiatrique. Donc oui, il y a des destins qui sont brisés finalement dès le départ et dont on sait que l'hôpital psychiatrique va venir recueillir finalement ces personnes cabossées. Mais il y a aussi des trajectoires de personnes qui ont des parcours de vie tout à fait lambda et qui vont avoir une rupture de vie en fait, qui vont avoir quelque chose qui va se passer dans leur vie qui va déclencher une décompensation qui va déclencher quelque chose. Ça peut être le décès, comme je parle de ce poète Thierry Mess qui va finalement mourir à la fin, en fait, parce qu'il ne supportera pas la mort de son fils d'un accident de vélo. Et j'ai l'impression que finalement, on a tous l'impression d'être très forts, d'avoir une grande capacité finalement à faire face aux aléas de la vie. Et puis en fait, finalement, j'ai l'impression que parfois on mesure pas que la, la moindre faille, le moindre pas de côté, le moindre accident peut faire basculer n'importe qui en fait dans peut-être la folie, et si ce n'est la folie, au moins une dépression très profonde ou oui, une dépression par exemple. Ou, enfin, il y a mille manières finalement d'exprimer ce qui peut être un accident de vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu facile quand il vous est rien arrivé de pouvoir juger les autres en fait en disant mais enfin, il avait qu'à faire ci, il avait qu'à réagir comme ça. Et au final, qu'est-ce qu'on en sait, quoi, en fait, de comment chacun pourrait réagir face à une tragédie de la vie? Et moi, mon propos, c'est toujours de me mettre beaucoup à la place d'eux, en fait, d'être dans une relation d'empathie et de me dire, au final, et c'est ce que je me propose de faire dans le livre aussi, c'est de me poser la question, de me dire, et moi? Comment j'aurais réagi s'il m'était arrivé ça, si mon fils était mort, qu'est-ce que je serais devenue? Peut-être que je serais folle alliée dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que je peux savoir, moi, en fait, de comment j'aurais réagi? Alors, bien sûr, quand on a un socle solide, des bases solides avec une famille articulée, on a peut-être plus de chances d'arriver à rebondir. Mais pour peu qu'il y ait deux, trois problématiques familiales et que vous n'ayez pas eu toute la solidité dont vous aviez besoin, eh bien, vous devenez peut-être plus fragile et vous êtes plus en proie aussi à ce genre de choses-là.
Et force est de constater qu'il y a quand même énormément de personnes, il y a 12 millions de personnes qui sont touchées par ces sujets-là. C'est énorme en fait, c'est énorme. Donc faire comme si ça ne concernait que les autres, c'est un peu un... on se ment tous en fait collectivement les uns aux autres quoi. Le fait est qu'on on peut tous y passer, on peut tous être sujets à ça, et le nombre de familles qui sont aussi confrontées à ça avec à des patients, c'est énorme. Donc les troubles psychiques, j'ai envie de dire, c'est presque inhérent à l'être humain, en fait. C'est En fait, presque, c'est ce qui fait presque la plus grande de ses humanités, en fait. c'est ce qui Ouais. ressort, hein, c'est ce que, enfin, moi, tu vois, j'avais pris des notes et en fait, quand on te lit, donc il y a ceux qui sont cabossés dès le départ, Oui. et puis quand on va sur les exemples que tu as donnés, hein, la mort d'un enfant, dont on ne sait absolument pas comment on va réagir, si on va surmonter ou pas, le sentiment que j'avais, c'est qu'on a tous en nous, tous, une maladie enfin, une maladie en gestation, Bien et sûr. qu'elle est prête à exploser à tout moment parce qu'on va perdre un enfant, parce qu'on va perdre un parent, parce qu'on va perdre son travail, parce qu'on va être abusé sexuellement. Enfin, et je pense que c'est latent parce qu'on a tous nos propres failles, nos propres fêlures, et qu'en fait, il y a un accident de la vie qui va venir tout faire exploser. C'est Et, très fragile, en fait. L'équilibre, il est et, extrêmement fragile. et En c'est fait, la il n'y a pas il y a pas de santé mentale parfaite, ça n'existe pas en fait. La santé mentale, on en a tous une, et elle peut être plus ou moins, elle peut être, mais on est tous quelque part en train d'essayer de trouver un équilibre en permanence. Euh, Finalement, on a tous des moments de difficulté, on a tous des moments où on plonge un peu plus, où on est plus déprimé, il y a des moments où on peut être plus heureux, plus euphorique. Mais finalement, on est à la recherche toujours de quelque chose qui n'existe pas. Et ce que je trouve très intéressant dans le fait d'avoir fait cette immersion, d'avoir rencontré ces personnes, c'est que finalement, c'est comme si à un moment donné, ça les dépasse en fait. La maladie, vous la choisissez pas. Vous choisissez pas d'être schizophrène, vous choisissez pas d'être bipolaire. Vous subissez et ça vous dépasse. Et donc, comment faire en fait pour reprendre le dessus en fait? Parce qu'elle elle est là, elle existe en vous, mais comment faire pour prendre le dessus et comment faire pour pas se laisser complètement envahir par ça? Et c'est là où en fait tout ce maillage autour se met en place en fait pour apporter un soutien à la personne. Mais dans la société, c'est quand même, voilà, la fragilité, comme on le disait au début, euh, la, la- la fragilité n'est pas admise. On est quand même dans la performance, il faut quand même être toujours souriant, content, bien habillé, heureux. Enfin, il y a quand même un tas d'injonctions sociétales sur la manière dont on doit être. Et finalement, on n'a pas vraiment le droit d'avoir des moments de tristesse, et il faut pas trop le dire, c'est mal vu, c'est mal perçu. Mais je donne toujours cet exemple, mais je me dis, si on enlève ces fragilités à tous les les génies, par exemple, les artistes, vous prenez n'importe qui, des grands écrivains, des grands poètes, des grands peintres, des grands chanteurs, vous prenez la Calas, vous prenez Van Gogh, vous prenez Rimbaud, Apollinaire, n'importe quel grand, Camille Claudel. Enfin, il y a tellement d'exemples en fait de grands artistes qui ne supportaient pas le monde en fait, qui ne supportaient pas leurs conditions, et en fait qui ont réussi par je ne sais quel miracle à transformer ça en art et en beauté. Mais au final, c'est quand même des gens qui étaient fous, considérés comme fous en fait. Des gens qui performaient pas. Et en fait, c'est pourtant eux qui font les plus beaux poèmes, c'est eux qui font les peintures les plus incroyables, les plus extraordinaires. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai rencontré énormément d'artistes à l'hôpital psychiatrique, c'est pas anodin, ça. Des gens qui écrivent de la poésie, des gens qui peignent, comme cette Claire dont tu parlais tout à l'heure, des gens qui ont réussi qui ont transformé finalement cette fragilité en quelque chose de très sensible, et qui ont réussi à trouver les mots pour le dire, ou le pinceau pour l'exprimer, ou le chanter.
c'est tout ça, c'est complètement invisible. Ça, on le voit pas. Alors, on veut bien accepter les génies parce que c'est des génies, mais on accepte ça combien de siècles après que oui, en effet, on considère que Van Gogh finalement, bah, il a vécu dans la pauvreté et il était un peu fou. Et finalement, aujourd'hui, ses peintures, elles coûtent combien et quelle reconnaissance il a mondialement. Donc, c'est quand même, voilà, on est quand même dans un truc complètement, pour le coup, schizophrène au niveau sociétal, quoi, d'accepter certaines choses, mais pas d'autres. Ça rentre dans les cases, ça rentre pas. Une fois que la personne est décédée, ça passe mieux. Mais finalement, moi, j'ai eu affaire à des gens d'une immense sensibilité, d'une immense extra-lucidité. Parfois, ça part dans l'autre sens parce qu'ils sont dans leur monde avec des choses parfois incohérentes ou parfois difficiles d'accès. Mais et alors, en fait, j'ai envie de dire, et alors, quel est le problème? Qui ça dérange, en fait? Au fond, vraiment, qui ça dérange? Ça. Et c'est un peu tout le paradoxe, parce que là, tu touches à un point, je trouve, qui est effectivement central, c'est-à-dire que les artistes, de manière générale, ils nous touchent justement par leur vulnérabilité, c'est-à-dire quelque part, ils viennent rejoindre la nôtre et ils expriment ce qu'on n'ose pas forcément exprimer. Et c'est un peu ce que tu fais aussi quelque part. Je pense, Catherine, comme moi, c'est ce qui nous touche aussi dans ton livre, c'est le côté sensible avec lequel tu abordes la maladie. Je l'évoquais, mais j'aimerais quand même relire ces quelques phrases dans ton livre qui disent bien, à mon sens, l'optique que tu as prise. Être mise à nu, c'est ce que je cherche en venant à Cadillac. J'ai vite compris qu'il me faudrait montrer mes propres failles, parler de ma famille, raconter mes impasses. Et plus loin, tu dis ceci, la maladie mentale est si près de chacun de nous quand elle n'est pas en nous. Elle fait si peur qu'elle est indicible. On ne parle pas de sa grand-mère morte internée dans un asile. On ne parle pas du fils qui s'est suicidé par mélancolie, bipolarité ou dépression. On ne parle pas du cousin interné à l'hôpital psychiatrique pour violence. On ne parle pas. Et précisément, tu, pour libérer la parole des autres, quelque part, il faut être d'abord en mesure de libérer la sienne. Et c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait finalement d'avoir vécu cette immersion et d'avoir dit quelque part autour de toi ce que tu étais en train de faire, entre guillemets, de vivre plus exactement, t'a permis de rencontrer des personnes dont tu ignorais précisément le côté justement Ouais. vulnérable. Et donc ça, c'est quand même extrêmement touchant de se dire qu'en en parlant autour de soi, en osant en parler, finalement, d'autres personnes, à leur tour, osent se dire aussi. Donc ça, c'est quand même touchant. Tu en parles par rapport à l'espace que tu offres, notamment l'épouse d'un ami. Tu dis une écrivaine, un instituteur, une amie journaliste. Donc ça touche effectivement tout le monde. Et c'est magnifique d'être rejoint à travers aussi l'espace que de fait tu donnes. Ouais, alors il y a deux choses ça me fait penser à deux choses que tu dis. La première, c'est que finalement, je me suis aperçue très vite, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début, Catherine, sur le banc, c'est-à-dire que finalement, j'ai pas tellement calculé la manière dont je me suis présentée à eux. C'est-à-dire qu'en fait, très spontanément et très vite, je me suis mis à parler de moi, en fait, et à parler aussi de mes propres soucis et de mes propres inquiétudes. Et donc, il n'y avait pas de limite comme quand on est journaliste et donc on vient que pour telle chose et puis on est dans l'efficacité. Et en fait, là, j'étais moi-même traversée par des inquiétudes, par des angoisses, par mes propres problématiques, par mes tristesses. Et je me suis retrouvée finalement à moi aussi pleurer en fait à l'hôpital parce que j'avais une émotion qui était montée. Je venais de voir ce psychiatre qui avait été vraiment pas très sympa avec moi, donc j'étais pas très bien. Et je me fais moi-même consoler par un patient en fait, c'est-à-dire que c'est accepter ça en fait, c'est-à-dire que ça aille dans les deux sens et ne pas se présenter comme quelqu'un d'hyper performant à qui tout réussit et qui sait tout bien faire et qui est parfait en fait. Il y a des moments, j'étais fatiguée, puis il y en a qui venaient me tourner autour, je disais ah non mais là je peux pas en fait. Il y en a un qui voulait absolument que je aille regarder ces trucs de basket toutes les demi-heures. Je lui disais non, là, vraiment je peux pas, c'est trop, si je suis trop fatiguée, je vais rester là, je te jure on le fera un jour, mais pas là. Donc il y a aussi ce truc de finalement humain de dire bah non là j'ai plus envie ou là ça me fatigue aussi ou là tu vois bah je suis triste parce que je pense à mon père et plein de choses comme ça où finalement
C'est pour ça que je trouve que c'était un rapport d'égalité, quoi. Je me plaçais pas en autre chose que dans un rapport d'égalité où finalement ils ont été hyper importants pour moi aussi. Ils m'ont apporté beaucoup de choses et ils m'apportent d'ailleurs toujours beaucoup de choses et la relation elle est très très forte. Et partant de là, c'est vrai que en fait c'était aussi finalement un angle mort dans ma perception de la vie en général. C'est-à-dire que c'était pas un sujet que j'abordais forcément avec les autres. Et en faisant ce sujet, je me suis mis moi-même à parler de la question de la maladie et des troubles psychiques. Et j'ai été mais sidérée du nombre de gens, parce que du coup, c'est toujours pareil. Les choses, elles sont là, mais si on ne fait pas attention, si on les nomme pas, si on les réfléchit pas, en fait, elles n'existent pas. Et quand je me suis mis à travailler là-dessus, je me suis rendu compte à quel point le nombre de personnes qui me disaient, ah mais oui, moi, mon frère, il est schizophrène. Au bout d'un moment dans la conversation, il finissait par m'avouer, entre guillemets, quelque chose qui était un peu personnel et qui était peut-être même quelque chose dont ils n'avaient jamais parlé à personne. Et j'étais sidérée en fait. J'étais sidérée de voir qu'à chaque fois, à chaque moment, je me retrouvais toujours avec quelqu'un qui me disait soit ça arrivait à quelqu'un de proche, soit à lui-même en fait. Et des gens dont on verrait pas immédiatement sur le visage. Ah bah oui, ça on peut dire que t'as vraiment une tête de schizo-affective, toi. Ah non, bah non, ça c'est pas possible. Ça... et voilà, ça se voit pas sur le visage. La maladie psychiatrique, elle se décode pas, comme j'ai essayé de le faire au début quand je suis arrivée à Cadillac en me disant, je regardais les gens pour voir un peu qui pouvait être et qui pouvait ne pas être. Après, c'est complètement absurde en fait, parce qu'en fait, on peut tous en être, en fait, c'est pas, ça se voit pas, quoi. Donc ça, c'était assez incroyable, en fait. Pour moi, c'était assez incroyable de voir à quel point c'était proche de moi sans que je le sache en fait d'une certaine manière et encore plus effectivement quand c'est m'est monté au cerveau cette tante que je voyais toujours quand j'étais enfant et que j'allais voir ma grand-mère et je voyais toujours cette tante assise sur ce fauteuil avec un peu négligée et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose mais finalement tant qu'on pose pas les bonnes questions et qu'on se pose pas les bonnes questions on peut pas trouver les bonnes réponses donc c'est toujours une histoire d'angle mort et là, finalement, les troubles psychiques, c'est ça aussi, c'est-à-dire ouvrir le couvercle, en parler, ne pas en faire quelque chose de terriblement cinématographique, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de fantasmes aussi autour de la maladie et des troubles psychiques, et qui sont en fait finalement assez... c'est une banalité terrible, en fait, la question des troubles psychiques. Si vous enlevez aujourd'hui les antidépresseurs que consomment, je ne sais pas combien de pourcents de la population, mais beaucoup de gens consomment des antidépresseurs quotidiennement. Si vous enlevez ça, je ne sais pas ce que ça donne en fait en termes de remplissage d'hôpitaux psychiatriques après. Hein. Hmm. Donc on est quand même tout le monde prend beaucoup de médicaments, les personnes âgées en particulier, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc finalement très proche. Si loin, si proche, et en fait si proche et tellement proche qu'on ne le voit pas et on n'en parle pas. Tu as cette phrase dans ton livre quand tu vas au café librairie, Jeu le de jeu des mots. mots. Tu dis cette phrase, bien malin celui qui, derrière le comptoir, saurait distinguer le fou de celui qui ne l'est pas. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, je pense qu'on peut être malade psychique et même être en hôpital de jour, c'est-à-dire rentrer, sortir sans que ça se voie sur notre visage. Mais Et puis oui. à l'inverse, une personne qui va travailler, qu'on va croire complètement saine d'esprit, équilibrée, qui est une personne qui va très très mal et qui est suivie. Donc en fait, c'est très compliqué de savoir qui est malade et qui n'est pas. Et en fait, Mm. moi, je dirais même, je pense qu'on est tous un peu malades, hein. Ah mais Même je si suis on n'ose pas se complètement d'accord avec l'avouer, ça. je pense Bien qu'on est sûr. tous un peu. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus humain, c'est ce qu'on partage le plus au monde, en fait, c'est notre instabilité mentale, en fait. Et c'est ça, on cherche toujours l'équilibre, on cherche toujours cette espèce d'entre-deux entre ce que Georges Canguilhem appelle le normal et le pathologique, et que finalement, nous, individuellement, on est quand même le mieux placé pour savoir ce qu'on sent. Quand on se sent bien, quand on se sent mal, à quel moment ou comment on peut faire pour se sentir mieux. Et ça, je trouve ça passionnant en fait. Je trouve ça passionnant parce qu'on va au cœur de notre âme, au cœur de notre intérieur en fait.
Et la société, elle fait tout pour pas qu'on y aille, en fait. Elle fait tout pour qu'on fasse comme si tout était tracé, comme si la vie, elle était droite, comme si tout était... Alors qu'en fait, c'est bourré d'obstacles, c'est bourré de problématiques. Mais justement, je trouve que c'est d'autant plus passionnant ce chemin, en fait. Et ça rejoint un peu les questions philosophiques de se dire finalement, est-ce que c'est l'objectif qui est intéressant ou est-ce que c'est le chemin qu'on prend pour y arriver? Et le travail des personnes qui ont des troubles psychiques, c'est ça en fait qui est intéressant. C'est ce chemin qu'elles vont prendre, qu'elles vont emprunter en fait pour arriver à elles-mêmes, pour arriver à se réconcilier finalement avec elles-mêmes et avec. C'était pas prévu que je sois schizophrène dans ma vie. Mais il se trouve que je suis schizophrène. Alors maintenant, je fais comment? Enfin, je vis avec comment? Je dis pas que c'est formidable pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est insupportable et qui finissent par se suicider. Il y a des gens pour qui la maladie est trop forte et trop omniprésente et trop envahissante pour parvenir à vivre avec et à être à l'extérieur et à tenir bon. En fait, il y a autant de personnes que de maladies. Il y a autant d'expressions d'une maladie que de personnes, en fait. La schizophrénie n'est jamais la même d'une personne à une autre. Elle ne va pas s'exprimer de la même manière comme la bipolarité, comme les maladies borderline, troubles de la personnalité, les problématiques liées à l'alimentation. Ça peut être parfois juste le haut de l'iceberg et puis en fait derrière il y a d'autres choses, il y a d'autres questions. Euh, mais je reste persuadée quand même, après ce travail-là, que la question de l'humain, de l'écoute, du regard qu'on porte aux autres, de l'écoute qu'on peut avoir, l'écoute très attentive qu'on peut avoir, euh, c'est déjà quelque chose de très important, en fait, de reconnaître l'autre tel qu'il est, en fait. Juste ça, déjà, c'est ce que moi j'ai senti, c'était ça. Par exemple, on parlait de Samuel tout à l'heure. Samuel, par exemple, il vit toujours à Cadillac, il est toujours à moitié dans la rue, avec quelques addictions compliquées, beaucoup de tristesse de son histoire. C'est quelqu'un de très intelligent. Et le livre, par exemple, c'est intéressant parce que pour lui, ce livre, c'est une réhabilitation. C'est-à-dire que son histoire, elle est dans le livre et c'est une forme de existence pour lui. C'est-à-dire qu'il existe par ce livre, Samuel. Et j'ai eu la chance d'avoir une ancienne éducatrice qui l'a connu quand il avait 14 ans, quand il était en foyer à Bordeaux, qui est venue me voir, qui l'a reconnu tout de suite et qui m'a dit, j'ai toujours cru qu'il était mort et je voudrais trop le revoir. Et en fait, grâce au livre, cette ancienne éducatrice qui aujourd'hui a 72 ans, qui s'appelle Marie-Jo, elle a retrouvé Samuel en fait. Et ils ont renoué un lien. Et pour Samuel, c'est quelque chose qui est très important. Alors, elle va pas changer sa vie, elle va pas, évidemment, les choses, elles sont comme elles sont, mais il a retrouvé le regard de quelqu'un de bienveillant et d'attentif qui est venu à Cadillac le voir, qui est venu lui apporter quelques bonnes choses à manger, qui est venu, qui le reconnaît. Voilà. Et ça, pour moi, c'est du concret. C'est ce que peut un livre. Des fois, on me dit, mais est-ce que tu penses que ton livre... Non, je pense que mon livre, il peut rien. Mais concrètement, parfois, il y a des belles choses. Ah, Oui, pour mais la Samuel, rencontre avec c'est un livre, drôlement c'est... Oui. important, hein. Pour Samuel, c'est drôlement important de savoir qu'il existe pour quelqu'un, qu'il compte pour quelqu'un, qu'il compte pour Bien sûr, quelqu'un, c'est qu'il ça. ne l'a pas oublié. C'est Exactement, c'est ça. C'est le fait, on est humain, on est reconnu dans son humanité à travers le regard des autres. Et cette place, il l'avait nulle part parce qu'il faisait peur à tout le monde. Moi, il m'a pas fait peur, il m'a beaucoup attirée. Au contraire, j'ai été très intriguée par son histoire et par sa vie et j'ai vraiment rencontré une magnifique personne en fait. Mais ce qui est toujours étonnant un petit peu, c'est vrai qu'en même temps, j'ai envie de dire, c'est banal, t'as dit le mot à un moment donné, le déséquilibre quelque part et les difficultés, les troubles, l'angoisse, la souffrance, c'est banal, et en même temps, c'est caché. Je dirais, foncièrement encore plus vrai par rapport à la mort. Elle se vit au quotidien et on a l'impression que la mort n'existe pas. Et il Tout est à fait. rare qu'on voit des corbillards dans les rues, en tout cas moi j'habite Bruxelles en Belgique et je n'en vois pratiquement jamais. Donc on a l'impression que la mort a été effectivement évacuée aussi de nos sociétés. Donc par définition, ce qui est de l'ordre du trouble et du vivant, c'est effectivement aussi caché quand ça dysfonctionne. Mais Mm. pour ne pas être trop long, en fait, Michel, j'aurais quand même envie de te poser une question, plutôt te faire part d'une réflexion en lisant
ton livre, on sent en fait en filigrane de ce livre que, j'ai envie de dire presque que tu l'écris à quatre mains, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que dans tes réflexions, il y a ton papa qui est présent. Hmm. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai pris conscience de l'importance de mon père et de ce que mon père m'a apporté en fait dans ce travail-là. Quand j'étais à Cadillac, en fait, je ne l'ai pas réalisé avant. Je me suis pas rendu vraiment compte avant d'avoir fait toutes ces démarches pour avoir accès à l'hôpital, etc. Une fois que j'étais à Cadillac et j'avais vraiment tout mis en place, je me suis dit, mais en fait, c'est absolument pas du tout anodin que je me retrouve ici parce que mon père a été un historien des sciences. Il est décédé en 2019. Il a travaillé avec Georges Canguilhem, il a travaillé avec Michel Foucault, il a travaillé sur l'histoire des maladies, sur l'histoire des maladies tropicales. Il a tous ces livres, toutes ces choses. Moi, j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Et en fait, au moment où j'étais à Cadillac, finalement, je prenais conscience de comment moi, j'ai été aussi travaillée par tous ces sujets-là de manière totalement inconsciente dès l'enfance, en fait. Et comment finalement, la question des marges, la question de la différence, la question des erreurs, de l'erreur en médecine et en philosophie pouvait être intéressante. Et donc, tout ce renversement de valeurs on a un système de valeurs, on a tous des systèmes de valeurs et la vérité c'est bien, le mensonge c'est mal, l'erreur c'est pas bien. Et donc moi j'avais finalement un système de réflexion complètement renversé avec un papa philosophe qui me faisait réfléchir les choses différemment. Ça me plaisait pas toujours parce que je comprenais pas toujours ce qu'il me disait, mais disons que tout s'est un peu mis en place finalement au moment où j'étais à Cadillac, où j'ai compris mon héritage. Un héritage familial, intellectuel, paternel. Et j'ai compris finalement que c'était absolument pas un hasard que je vienne m'intéresser à la question de la psychiatrie et que je vienne me mélanger alors à ma manière, c'est-à-dire avec un intérêt pour les autres. J'aime beaucoup être en contact avec les autres. J'aurais pas pu être philosophe ou historienne des sciences ou je ne sais quoi parce que le travail solitaire c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, même s'il y a un temps de solitude pour l'écriture du livre, mais finalement, on est quand même toujours avec les gens qu'on a côtoyés, et on continue à les faire vivre dans le livre, mais cette rencontre avec l'autre, telle qu'elle s'est faite, je pense que si j'avais pas eu ce papa-là, philosophe et qui avait cette manière de réfléchir, j'aurais certainement pas pu écrire ce livre de cette manière-là. Donc, ça me semblait du coup évident qu'il y soit dans le livre, puisqu'il m'a d'une certaine manière accompagné dans toutes ces réflexions et que je me suis servi de tous mes cours de philosophie, puisque j'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la philosophie à l'université, et que finalement tout ça, ça m'a nourri en fait dans mes propres références, dans mes propres réflexions, même si j'ai pas souhaité faire un livre de philo ou un livre difficile d'accès ou abscon, bien au contraire, vraiment je voulais connecter le réel de ce que j'étais en train de vivre avec parfois des quelques concepts de philosophie qui me semblaient pertinents. Et voilà, et donc du coup, mon père, ben, je le fais exister, quoi. En fait, il est plus là, mais il est encore là grâce à ce livre et grâce à ce que j'ai décidé de, de mettre de lui finalement dans ce bouquin, quoi. Hmm. Moi, j'ai eu un autre degré de lecture, enfin une autre approche en tout cas par rapport à ton papa. Tu vois, j'avais écrit que tout au long du livre, il y avait le spectre de ton papa et je l'avais décodé comme une absence douloureuse malgré tout. Euh, Bien sûr, bien sûr. J'avais le sentiment qu'en fait, en allant à la rencontre de ces patients, tu allais à la rencontre de ton papa. Moi, c'est ce que j'ai retenu parce que finalement, cet intérêt que ton papa a porté à la maladie, ça lui a pris du temps. Enfin, je ne sais pas si je vais bien me faire comprendre, ça lui a pris du temps qu'il n'a pas passé avec toi, un petit peu comme une sœur jumelle avec qui tu aurais été en compétition. Et finalement, pour essayer de grappiller ce temps qu'il a passé dans ses études, eh ben, tu passes par son objet d'étude pour te rapprocher de lui. Et pour moi, j'ai Absolument, lu tout au long de ton livre, en fait, c'est cette recherche de... Tu es parti à la rencontre de ton papa, une c'est vrai. re-rencontre. Mm. C'est vrai.
Alors, j'avais déjà fait ça dans un documentaire sonore. Je l'ai un peu forcé, hein, il n'avait pas voulu, mais finalement, je suis très Hmm. contente de l'avoir fait. J'avais fait un documentaire sur lui, en fait, et sur le processus de travail, de création et de réflexion d'un philosophe, en fait, pour France Culture. Et il s'était plus ou moins plié au jeu. En fait, bon, il n'était pas du tout partant, hein, mais je l'avais pris par les sentiments en lui disant que vraiment, c'était pas très sympa parce que France Culture m'avait dit oui et que vraiment, il me mettait en grande difficulté. Finalement, il l'a fait quand même. Donc, j'avais déjà quand même cette envie finalement cette curiosité en fait finalement d'une personne qui passe sa vie assis à un bureau, à lire des livres, à réfléchir, un rat de bibliothèque où la semaine du lundi au dimanche, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de moment où on décroche, il n'était que là-dedans tout le temps et c'était sa vie. Et finalement, c'est tout ça quoi que j'ai aussi dont je me suis imprégnée. Et je pense que c'est voilà, c'est clairement pas du tout anodin que j'ai fait ce livre après son décès en fait. Je pense que je l'ai, enfin inconsciemment maintenant je me rends compte en fait que tout s'emboîte très très bien, mais quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est pas anodin que je lui redonne un peu vie quelque part dans le livre plusieurs années après. C'est une sorte d'hommage aussi que je lui rends pour toutes les bonnes réflexions qu'il m'a inculquées et qui me plaisaient pas du tout, mais et dont maintenant je comprends le sens profond avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées à Cadillac en fait. Eh bien voilà, XL, en tout cas moi il me reste à te remercier pour cet échange absolument magnifique. Donc écoute les murs parler, ce qui était vraiment passionnant, c'est non seulement, je pense que tous les deux le livre nous a passionnés, mais en plus évidemment mettre un visage et avoir l'occasion d'avoir les mots que tu as prononcés, que tu as dit, ça nous permet aussi évidemment d'avoir cette sensibilité, je dirais, en direct et avoir l'autrice en live, c'est juste magnifique. Donc un tout grand merci d'avoir pris du temps pour échanger Merci sur un à sujet vous. effectivement super sensible. Et merci évidemment aussi à Catherine d'avoir accepté cet échange avec moi. C'était intéressant d'avoir un échange finalement à trois voix. Tout à Donc, fait. un tout grand merci. Merci à vous en tout cas. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci de votre lecture et merci de votre intérêt pour ce sujet qui est pas facile, mais je pense qui concerne tellement de personnes. Donc, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Un tout grand merci. Merci à Au toi. revoir. Au revoir.